Alors bonsoir, nous sommes dans le cadre du Festival de l'Apprendre, organisé et impulsé par le Cercle APE, et nous sommes heureux de faire un retour d'expérience sur un apprentissage avec des ânes qui s'appelle Rêve de Dana. Je vais vous proposer dans un premier temps de partager un diaporama pour donner la nature du projet, et puis dans un deuxième temps d'échanger avec les participants présents. Alors, on n'est pas assez nombreux pour faire des petits groupes, mais simplement se dire, creuser les questions clés. C'est parti pour le partage. Voilà, alors je vais peut-être même mettre en mode diaporama pour que ce soit plus agréable. Alors, tout d'abord, spécifier que Rêve de Dana est un lieu d'accueil, c'est un lieu physique, et c'est aussi un laboratoire d'apprentissage expérimental par et pour le vivant, avec des ânes en auxiliaire pédagogique. Certains se demandent si les animaux ont des émotions. Là, vous voyez un âne qui pleure. Alors, c'est triste, mais ça arrive. Quand il a peur, et là, il avait peur. Il était dans un van pour la première fois et ça lui a fait peur. Ah oui. Rêve de Dana, en fait, c'est l'idée d'une régénération d'une terre et l'éco-construction d'un lieu d'accueil-formation en milieu rural. Pendant le Covid, j'ai malheureusement perdu ma maman, et donc je me suis rapproché de mon papa qui vit en Occitanie, dans le parc régional du Haut-Languedoc. Et Cécile étant passionnée d'âne, elle m'a embarqué, je dirais, c'est pour ça qu'elle dit personne source, elle m'a embarqué dans cette idée d'expérimenter des formations avec des ânes comme facilitateurs. Alors les travaux se mettent en place, fabrication d'une écurie, d'un garage, d'un poulailler, de toilettes sèches. Et la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'une aventure humaine, c'est aussi une aventure d'accueil. Quand on est parisien et qu'on arrive en province, on peut avoir quelques questions, ce que j'avais en me disant comment vais-je être accueilli? Comment allons-nous être accueillis avec Cécile? Eh bien, en fait, de façon exceptionnellement généreuse, et c'était assez incroyable de voir comment les gens nous ont tendu les bras en disant bah, vous apportez quelque chose, on vous apporte quelque chose. Et là, vous voyez des gens qui nous aident dans des chantiers participatifs. Donc, c'est assez émouvant. J'en ai encore des frissons quand je vois ces images. Là, vous voyez aussi le projet qui est donc un projet d'écolieu, à terme en tout cas, avec cette idée dans ce lieu. Bienvenue à Tiffaine qui nous rejoint, qui prend cours. Donc, le lieu dans lequel on installe les formations, c'est aussi un lieu qui est dans une zone où on commence à distribuer des eaux en bouteille, donc on stocke de l'eau. Donc on stocke de l'eau et l'objectif c'est de pouvoir alimenter une piscine parce qu'il fait très chaud. Donc on s'attend à ce qu'on n'ait plus le droit d'alimenter les piscines. Donc on a 20 mètres cubes d'eau sous la terre et c'est aussi un lieu de régénération du sol. Voilà, là vous voyez des pratiques différentes. On travaille avec Paysarbre et puis une pépinière pour essayer de réhabiliter le sol et de recomprendre le cycle du vivant. Ce que nous apportent les animaux, hein, les ânes en l'occurrence, c'est cette vision du cycle. Et donc, nous avons 3 ânes. Ces 3 ânes fabriquent à eux 5 tonnes de crottin, et c'est autant de matières qui viennent régénérer le sol et qui vont nous permettre de planter des arbres. On a déjà planté une centaine d'arbres. Donc, ce projet de laboratoire, il est aussi un projet de reconnexion au vivant. Petite question, savez-vous combien un adolescent de 14 ans sait reconnaître de feuilles d'arbres différentes? Il prend une idée comme ça? Tentez, hein, c'est pas... Complètement. 5. 5, oui. Alors, on serait du côté de 7. 7. Deuxième question. Combien ce même adolescent, de 14 ans environ, vivant en milieu urbain, sait reconnaître de marques commerciales?
60. J'aurais dit 50, ouais. On est du côté de 140. Wow. Donc, on voit où vont nos priorités. Entre le vivant, cette feuille, et 140 marques commerciales, il y a un écart considérable. Donc, il y a aussi l'idée de réinventer des pédagogies par et pour le vivant, ce qui est le thème du Cercle APE cette année dans son festival de l'apprendre. Donc, on participe à ça. On souhaite intégrer un habitat léger, donc là, on intègre 2 roulottes. L'une qui est une révothèque, qui est un concept qu'on a découvert dans une université de l'innovation publique, une révothèque, un endroit pour rêver, et l'autre qui vise aussi à pouvoir accueillir en couchage en habitat léger. À terme, là, vous voyez la parcelle vue du dessus, on a une tranche de travaux avec un permis de construire qui nous a été accordé, on en est extrêmement heureux, on a eu la nouvelle pratiquement pour Noël, qui va nous permettre de construire un petit centre de formation. Alors, vous le voyez en bas à droite de l'image, c'est l'espace circulaire. Alors, ce n'est pas une yourte, parce qu'on ne veut pas de yourte dans la région, mais ce sera un bâtiment en bois, vu 360 degrés, entouré de plein d'oliviers centenaires. C'est un peu l'idée du projet. Donc, quelque chose de connexion avec la nature et le vivant. Ça va ressembler à peu près à ça. Alors, c'est une image un peu grossière, mais c'est un peu l'ambiance. Et là, vous voyez nos 3 équipiers pédagogiques. Ils sont Kansas, qui veut dire Peuple des vents du Sud, en Sioux. Giges, qui est le berger qui a trouvé l'anneau d'invisibilité, avant Gollum, du Seigneur des Anneaux. Et puis, vous avez Clarine, qui est une petite trompette. Voilà. Et puis, on veut également rénover et étendre la maison existante des années 80 pour avoir un petit centre de formation et essayer d'accueillir et d'accompagner tous les formateurs, pédagogues, consultants, coachs, acteurs de l'innovation, managers, toute personne qui a envie d'accompagner la transition. Donc, c'est un petit peu l'idée qu'on a de vivre ça et de le partager. Voilà, c'est un espace de ressourcement, en fait, qu'on imagine, dans le parc régional du Haut-Languedoc, avec des idées d'accueil, une volonté de partage, de développer un faire ensemble, de travailler des chantiers participatifs, travailler des communs, et puis contribuer aussi à une dynamique de réseau. Village des lutins, il y a 3 grand-mères, elles ont installé 500 lutins dans le hameau. Ça fait venir des gens de tout le pays, ça fait vivre les choses. On fait aussi des projets où on vagabonde avec nos ânes, de maisons de retraite, en petits villages perdus, en centre d'accueil de handicapés. Donc c'est aussi l'idée de vivre le territoire. L'âne est un médiateur qui nous aide à vivre le territoire. Alors là, je vais vous parler du volet plutôt professionnel et donc d'itinérance que nous organisons avec des facilitateurs. C'est essentiellement des facilitateurs. Alors curieusement, on a aussi beaucoup de start-upers, de la EdTech, peut-être qu'ils en ont un peu marre des écrans et qui viennent se ressourcer. Voilà, donc ce lab d'innovation pédagogique, il vise à travailler sur la transition écologique. Donc on utilise le média de l'âne pour ça. L'âne est différent du cheval dans son éthologie et il a des caractéristiques bien particulières d'ancrage, de patience. On dit qu'il est têtu, mais en réalité, il est prudent. C'est un animal qui a des milliers d'années d'existence dans le désert. Et quand on est dans le désert, si on fait un faux pas, on meurt. Et donc l'âne a gardé ce réflexe de ne pas faire de faux pas et d'être très sûr dans ses déplacements. Donc il nous aide beaucoup à travailler sur nos émotions, sur nos ancrages, sur notre intériorité et sur notre ralentissement. Les formations qu'on organise avec Cécile sont des formations inimaginables en organisation puisque ça dure 1 semaine. Donc aujourd'hui, on vous dit qu'en 2 heures de quick learning, c'est bon. Nous, on dit non, il faut ralentir et c'est comme ça qu'on travaille sur sa posture. On travaille beaucoup sur la posture. Donc en 2024, on a travaillé sur la posture de facilitation en intelligence sociétale. Alors c'est un mot peut-être un peu pompeux,
qui signifie qu'on veut préparer et aider des acteurs de la transformation, du changement, à être plus solides dans les transformations qu'ils vivent. Et puis, Cécile pilote un projet avec une conteuse, qui s'appelle Vagabondane, qui est une itinérance avec des conteurs pour aller de village en village. Je pense que là, on est dans un domaine un peu culturel, et je pense qu'il y a de l'ordre de l'apprentissage sur le territoire qui est assez incroyable. On vous montrera quelques photos. Vous verrez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette intention de masterclass sur la posture de facilitation? C'est l'idée de se connecter au vivant, de ralentir, de marcher en silence. Donc, il y a beaucoup de pratiques où on apprend à marcher de différentes façons. Donc, marcher librement, marcher de façon socratique, 2 à 2, l'un écoutant, l'autre parlant, marcher en présence de l'animal, marcher en conscience, marcher en pleine conscience. Donc, pour chacune de ces protocoles de marche, on a développé des exercices particuliers. Et puis, cerise sur le gâteau, on travaille aussi à des marches en intelligence collective. C'est-à-dire qu'on réinvente des exercices et des pratiques qu'on a traditionnellement en salle pour les vivre en marchant avec des âmes. L'idée, c'est aussi de renforcer son ancrage et sa vitalité en incorporant 12 éléments de la posture de facilitation. Donc, Laurence l'a indiqué, elle suit un dispositif de formation à la facilitation. On travaille sur 12 éléments. Et bien là, dans cette masterclass, on les aborde de façon encore plus subtile avec le vivant et les animaux pour nous aider. L'idée, c'est aussi d'aligner ces ressources. Cécile amène des pratiques narratives. Alors, je la laisserai développer après, ces pratiques narratives. Ça vise à construire le meilleur récit de soi, le meilleur récit du monde. Elle nous décrira un petit peu d'où ça vient. Et puis, ça vise aussi à apprendre à créer des espaces inclusifs. Donc, le vivant nous inspire. On sait que les espaces verts, les espaces bleus, nous régénèrent d'une certaine façon. Et donc, on utilise une pédagogie de la régénération en marchant dans le vivant. Voilà, donc, on travaille en médiation asine. Là, on est dans un petit village qui s'appelle Dio. Vous voyez le château qui est au fond, qui était complètement rasé et qui a été reconstruit. Il y a une idée de résilience aussi dans cette idée. Et on travaille à marcher avec les ânes et à apprendre à prendre soin. Et on s'aperçoit que lorsqu'on prend soin de l'animal, lorsqu'on y est attentif, eh bien, il nous écoute. Et lorsqu'on n'en prend pas soin, quand on n'y est pas attentif, alors il ne nous écoute pas. Peut-être des leçons à prendre dans des pédagogies de groupe. On se connecte au vivant, donc on crée des cercles dans la nature, et ça apporte une dimension absolument extraordinaire lorsque dans le cercle, on se trouve avec un arbre, avec un paysage. Il y a quelque chose qui résonne à l'intérieur de nous de façon assez puissante. On s'initie aux pratiques narratives et à l'exploration de nos territoires, d'identité, d'action et de relations. Donc, comme on a des itinérances, on a aussi des soirées, on a des moments un peu plus relâchés. On travaille à différentes formes de dialogue en intelligence collective, notamment des dialogues en écoute profonde. On utilise les pratiques de David Bohm, que vous connaissez peut-être, donc qui nous amènent à travailler sur des formes d'écoute particulières. On développe son intelligence émotionnelle de cœur à cœur. Là, on a nos âmes les plus timides, et c'est une expérience assez forte quand tout d'un coup l'âme vient vers vous et vous choisit. C'est quelque chose d'assez magique. C'est pas comme des chevaux qui sont assez curieux. Les ânes sont plus prudents, comme je le disais. Et quand l'âne vous choisit, il y a quelque chose qui se passe. Un âne entend battre votre cœur. Et il est champion du monde en écoute non verbale. Il ressent exactement tout ce que vous ressentez. Il a cette caractéristique de ne pas parler, mais de ressentir profondément. Donc on apprend beaucoup à les observer. Donc tout au long des itinérances, on observe ces animaux. On observe leur capacité à communiquer non verbalement. Donc les différentes
type de marche, là, marche en présence. Euh, Parfois, alors ça marche pas à tous les coups, mais lorsqu'on a une vraie complicité avec l'âne, eh bien, on peut carrément lâcher la longe et l'animal marche à ses côtés, en confiance. C'est vraiment une sensation assez incroyable. Ça veut dire qu'il est tellement apaisé et en confiance avec soi qu'il y a vraiment une communion. C'est comme une bulle qui opère. C'est vraiment l'idée de la double bulle, de la bulle de soi à soi, de soi à l'âme, et tout ça dans le vivant. Et ça augmente notre qualité de présence. Donc on apprend, alors les anglo-saxons, ils parlent de consciousness et d'awareness, qui sont les deux mots pour la conscience. L'un est plutôt centré vers soi et l'autre vers ce qui nous entoure. Donc on apprend quelque chose qui est la posture de la toupie, à la fois être centré sur soi et en même temps être en vigilance sur le monde. Ça aussi, c'est un élément de la posture de facilitateur qui est intéressant. Bon, alors, moi, je suis un peu chercheur, donc je ne peux pas m'empêcher de donner des livres à lire aux personnes hein, pour nourrir aussi leur concept, bien sûr. Et puis, il y a l'idée de retrouver des équilibres, d'apprendre. Là, j'utilise des caractères que m'a offert Bertrand Robert, hein, qui est sinologue, et qui a traduit les 12 éléments de la posture en chinois, avec une dimension métaphorique, énergétique, assez puissante. Donc, on se nourrit de cela également. On a une part de créativité. Là, vous voyez un exercice de land art. Vous avez entendu peut-être parler du design thinking, peut-être un peu moins de art thinking. L'art thinking, c'est aussi une façon de penser plus créative. Et là, on utilise les ressources, des matériaux de récupération pour dessiner son âne totem. Qui sont ces ressources, ces forces, ces espérances hein, liées à la pratique narrative dont je parlais tout à l'heure. Bon, je ne vais pas l'envoyer, mais il y a un petit film d'une participante qui s'appelle Laurie Mézard, qui nous dit, voilà, qu'est-ce qu'elle a appris, à quoi servait l'autorité, sécuriser le cadre lorsqu'il existe une relation de prendre soin, dans quelles conditions on a vraiment de l'influence, pas d'influence sans attention. Vous voyez, souvent, on a des fausses représentations sur l'âne, on se dit, il faut lui taper sur les fesses avec un bâton. Ça ne marche strictement pas, donc nous ne tapons jamais nos ânes, et nous leur donnons pas trop de friandises, hein, le moins possible. C'est pas du tout ça la relation de conditionnement qui nous intéresse. Et puis, ça nous apprend aussi la présence et de maintenir une intention. Et enfin, à conscientiser que le guidage demande à la fois un peu de tension et beaucoup de confiance. Donc, c'est vraiment des équilibres par rapport à des pédagogues qu'on vient apprendre. Et tout ça est incarné et ça passe d'abord par le corps. Hein. Ça renvoie à une pédagogie de l'énaction. Je vous invite à découvrir les travaux de Francisco Varela, si vous ne connaissez pas, l'énaction. Voilà, là, bon, évidemment, ça fait parler dans le pays, dans la presse, hein, sur le lien social et ce que ça apporte dans la région. On est devenu le village des ânes depuis qu'on a des ânes et les enfants viennent se promener, les gens sortent de leur maison. Moi, petite anecdote, hein, il y avait une personne, quand j'ai baptisé mon fils dans le village, il n'a pas voulu sortir de sa maison, et maintenant il s'occupe des ânes, il va les voir. Donc l'âne a une capacité d'attirer assez puissante. Là, vous voyez des photos. Alors, en haut à gauche, on est allé dans un village, et là, c'était vraiment extrêmement émouvant parce que tous les gens du village sont venus à notre rencontre. C'est complètement hallucinant. C'est un truc qu'on voit dans les films, quoi. Donc on arrive avec nos ânes et vous voyez un village qui vient à votre rencontre. Alors le village est animé par des gens, hein. C'est pas un simple village, c'est une communauté humaine. Donc ça produit ça. En bas à gauche, vous voyez des dimensions un peu culturelles. On marche avec des familles, des enfants. Et puis en bas à droite, vous voyez une rencontre avec des habitants. Hein, on travaille à écouter des habitants du territoire, donc c'est être vivant sur un territoire. C'est pas uniquement vivant avec des animaux ou de voir des belles fontaines. Non, c'est aussi vivant avec des gens. Et puis en haut à droite, dans le projet Vagabondane qu'a piloté Cécile
et puis un groupe de compteurs. C'était l'idée d'aller de village en village avec les ânes et de pouvoir compter. Donc il y a une dimension qu'amène l'âne, rien que par sa présence, la force de sa présence. Voilà, et pour 2025, on va continuer. On va travailler à la facilitation de l'intelligence sociétale, un art énergétique, hein, le programme que je viens de vous présenter. On va travailler sur la robustesse, donc le concept d'Olivier Hamon, hein, qui est un biologiste et qui nous amène à réfléchir au vivant. On va travailler sur innover en pédagogie, transformer les systèmes de formation, et puis voyager en conversation narrative. Voilà. Et probablement qu'on ouvre à des partenariats. Donc, Cécile est en train d'ouvrir 2 partenariats pour aller vers de la recherche-action sur la pédagogie du vivant et des ânes. Alors, certains disent que ça ressemble à l'éco-coaching. En fait, quand on regarde de près, pas vraiment, parce que l'éco-coaching, c'est souvent 1 ou 2 jours. Nous, on s'inscrit dans la durée, hein, dans les temps lents. Et puis, on fera un chantier collectif apprenant fin août, septembre, pour nous aider à mettre tout ça en place, parce que c'est un travail qui est considérable. Voilà un petit peu cette présentation. J'aimerais bien vous entendre. Alors, peut-être des questions de compréhension, ou qu'est-ce que ça vous évoque, hein, tout ce qu'on vient de présenter. Et puis Cécile peut répondre. J'ai souvent dit Cécile a fait ci, Cécile a fait ça, donc je vais me taire maintenant.